Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Avec plaisir, je vous retrouve pour un autre moment de partage, un moment de réflexion. Notre pays, la République démocratique du Congo, est un pays dont on parle, tout le monde parle que c'est un pays potentiellement très riche. Nous avons une production minière importante, nous avons des forêts, nous avons une production agricole, même si elle n'est pas très importante, mais elle existe. Nous avons donc des produits, on parle même de ce pays comme pays solution. Mais parmi les choses, parmi les produits qu'il nous faut encore organiser, dont l'industrie n'est pas très développée, il y a le produit qu'on appelle la pensée. Nous devons donc produire de la pensée parce que c'est grâce à la pensée que les sociétés se forgent un destin. Où se trouve notre usine de la pensée? Quels sont les industriels de la pensée? Encore faut-il se poser la question, quelle est la pensée qui gouverne notre nation? Cette question, en apparence philosophique, est une question existentielle et nous avons le bonheur de recevoir quelqu'un que je peux moi qualifier parmi les industriels de la pensée, ceux qui font de la pensée un produit fini à consommer pour pouvoir forger notre société. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de recevoir dans un thème précis la pensée comme chemin de développement. Je reçois donc un penseur, c'est Maître Pépin Guillaume Mandiolo, qu'on ne présente plus parce que c'est un homme politique de premier plan, connu. Bonsoir, Maître Guillaume Mandiolo. Bonsoir, Monsieur Oli Kalingaï. Voilà des années que nous vous voyons dans la sphère politique évoluer, mais des années que vous écrivez, et vous écrivez beaucoup parce que pas autant d'ouvrages, mais des ouvrages puissants. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement vous recevoir parce qu'on veut faire la publicité de vos œuvres, mais nous allons vous demander de verser sur la place publique un certain nombre d'éléments qui peuvent participer à la fabrication, à la création d'une pensée puissante, une pensée qui pourra faire de nous un grand peuple. Parce qu'il n'y a pas de grand peuple sans grande pensée. Mais parce qu'il faut, quand je parle de vous, je veux emprunter un ouvrage qui est sorti il y a quelques années, Vitabou. C'est un ouvrage où quelqu'un a parlé de vous. Voilà ce que cet auteur dit de vous, s'il est de l'université d'Anvers, M. Eric Kens. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Guillaume Mandiolo est une voix puissante, quoique peu connue dans les paysages de la réflexion congolaise publiée. Malgré la présentation de ces publications par l'auteur comme inactuelles ou en décalage avec le temps présent, il pense à partir du profond désespoir dans lequel le pays sombre depuis des années. Comme essayiste en philosophie politique, il fait un appel vigoureux à une refondation de la nation congolaise à partir de son fond éthique pré- ou hors colonial. L'intérêt de ses écrits se situe moins dans ses dénonciations déjà faites maintes fois, mais dans les voies des solutions proposées que l'auteur devenu ministre pourra confronter à la réalité. Une lecture de son œuvre nous révèle une cohérence dans la pensée, ainsi que son développement dans la suite des écrits, mais également un sentiment d'inachevé. Au lieu d'espérer l'avènement d'un surhomme qui résoudra tous les problèmes du pays, ne faut-il pas plutôt identifier dans les présents les bases éthiques, sociales et politiques potentiellement porteuses d'une renaissance congolaise? Voilà un peu ce qu'on présente de vous. Vous voyez que, aussi loin que l'on va, il reste toujours un mystère sur votre produit. Vous écrivez, mais vous n'achevez pas tout, vous ne dites pas tout. Évidemment, dans cette émission, vous n'allez pas tout dire, mais j'espère que vous allez dire l'essentiel. Alors, comment pensez-vous qu'il soit possible de mettre en place une industrie de la pensée? Bien, merci. La première chose que je dois faire remarquer, c'est que nous nous sommes vus en 2007 ou 2008, me semble-t-il. Et à cette occasion, je vous avais dit que tant que la pensée ne précède pas l'action congolaise, il ne se passera rien. Et même qu'on s'enfoncera. Je me souviens de cette émission avec un grand fauteuil rouge. Et vous m'avez reçu avec énormément de talent. Je vous découvrais à l'époque. Je ne savais pas qu'on pouvait tomber sur des gens aussi férus des philosophies de littérature, de la pensée, de la connaissance qui s'enrichissent au quotidien. Et c'était le cas.
Et voilà, je réitère encore aujourd'hui et toutes les bonnes prédispositions qui étaient les vôtres, qui sont encore un peu plus développées, puisqu'on s'est rencontrés à maintes occasions Ouais. pour discuter de ces choses-là. Tant que la pensée ne précède pas l'action congolaise, je répète de nouveau, il ne se passera rien. Tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est juste des colmatages, des surfaces qui sont liées à un normand de propagande, mais le fond est vide. Il n'existe pas de pensée politique congolaise structurée sur laquelle les uns et les autres vont puiser pour construire cette nation. Ça n'existait pas. Et tout à l'heure, en présentant la situation qui est la nôtre, vous parliez du pays solution, des pays c'est là, potentiel extraordinaire, tout ça. Mais ça vaut zéro. Ça vaut zéro. Le Japon n'a pas tout ça. Il y a juste l'intelligence et rien d'autre. La plupart des pays occidentaux n'ont pas tout ça. Les sols sont vides. Ils ont l'intelligence. Ils ont investi dans l'intelligence. Mais ces pays avaient investi dans l'intelligence il y a plusieurs millénaires, notamment avec les bâtons Lishango. Nous sommes les premiers à proposer des pistes mathématiques sur la planète et qui font qu'effectivement, ailleurs on en parle, chez nous on n'en parlait pas. Un pays qui est inconscient de son potentiel intellectuel, ce n'est pas un pays qui existe. Nous n'existons que parce que nous avons des frontières, mais on n'a rien du tout en termes d'existence parce qu'il n'y a pas d'intelligence qui précède l'action. On a de la propagande, on va faire ceci, on va faire cela, on fera ceci, on fera cela, et tout ça. Tout ça, c'est du vide absolu. La grande chaussée ici, qui est le boulevard des 30 juin, avait été construite en grande pompe. Aujourd'hui, ça ne ressemble à rien. Parce que derrière ça, il n'y a pas une pensée structurée pour ça. Comme tout ce qu'on fait. Camus nous dit la pensée précède l'action. Y a-t-il une pensée? Tant qu'il n'y a pas de pensée, il n'y a rien. Donc, cette usine à penser que vous souhaitez de vos voeux et que je souhaite de mes voeux, parce qu'on y a travaillé longuement, d'abord individuellement, de part à d'autre, et puis finalement on s'est mis en chantier avec l'immense Kamana qui nous a quittés, les ducs de la pensée congolaise comme je l'appelle. Avant lui, avant nous, on a eu les Moudimbe qui ont travaillé dessus, les Ngal qui ont travaillé dessus, avec des thèmes clés permettant de structurer notre pensée et l'asseoir pour permettre à ce que les uns et les autres viennent puiser pour construire l'État. Mais jusqu'aujourd'hui, l'État est construit sur base de la propagande, de l'inimitié, comme nous le rappelle Achille Mbembe dans son texte politique de l'inimitié. Un bon texte où on dit qu'il faut absolument avoir un adversaire pour pouvoir exister, il faut avoir quelqu'un à insulter pour pouvoir exister, il faut avoir quelqu'un à contredire pour pouvoir exister, mais ce n'est pas un programme. C'est pas un programme, il n'y a pas de programme là-dedans. Et les programmes de construire une route, de faire, je sais pas, un pont, d'avoir un petit champ ici ou là et tout ça, de faire passer un câble par ici, c'est pas non plus un programme. Les chantiers d'un pays doivent d'abord être des chantiers intellectuels. Quels sont les matériaux qui forment ces chantiers intellectuels? Il y a un premier pas à pouvoir poser, l'esprit et l'âme d'un peuple. On commencerait par dire, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? L'identification est nécessaire. On nous rappelle un certain nombre d'auteurs qui nous disent, voilà, il faut d'abord l'identification. C'est une importance capitale de pouvoir s'identifier. Tant qu'on n'a pas d'identité, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas construire un pont et créer une perspective vers l'horizon indépassable. C'est impossible. La RDC aujourd'hui n'a pas encore défini quelle était son identité. Évidemment, ce n'est pas en politique que l'on construit la pensée. Ah non. Voilà. Donc non, les politiciens non. ne sont pas des producteurs de la pensée, ils en sont les utilisateurs. Oui. Et s'ils les utilisent très bien, la nation peut avancer. Alors parce qu'il s'agit quand même que nous puissions... on doit saisir ce que l'on dit. Il ne faudrait pas que nos téléspectateurs soient déroutés. Alors pour pouvoir comprendre un tout petit peu ça, nous allons comparer. C'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais en vrai, ce qui se passe ailleurs, on peut saisir une chose. Nous allons suivre un penseur. C'est lui qui a, d'une certaine manière, eu un impact majeur sur la construction de l'Europe. Nous allons suivre Henri Bergson dans un petit extrait. Et d'ailleurs, c'est les archives en Europe, c'est la seule voix qu'on a gardée de lui. C'est un penseur du siècle passé. Mais voilà ce qu'il dit. Et essayons de saisir un tout petit peu ce que ça peut nous donner. Et vous comprendrez peut-être les propos de mon invité. Suivons Henri Bergson. Nous sommes transportés le 3 juin 1936 à 3h30 chez le philosophe Henri Bergson
avec un simple appareil enregistreur portatif. Vous voulez dire une ou deux phrases? Quel est l'objet de l'art? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. Nos yeux, aidés de notre mémoire, découperaient dans l'espace et situeraient dans le temps des tableaux inévitables. Notre regard saisirait au passage des fragments de statues aussi beaux que ceux de la statuaire antique. Nous entendrions chanter au fond de nos âmes comme une musique, quelquefois gaie, plus souvent plaintive, toujours originale, la mélodie ininterrompue de notre vie intérieure. Tout cela est autour de nous, tout cela est en nous, et pourtant rien de tout cela n'est perçu par nous distinctement. Entre la nature et nous, que dis-je, entre nous et notre propre conscience, un voile s'interpose, un voile épais pour le commun des hommes, un voile léger, presque transparent pour l'artiste et le poète. Je parle d'un détachement naturel, inné à la structure du sens et de la conscience, et qui se manifeste tout de suite par une manière virginale, en quelque sorte, de voir, d'entendre ou de penser. Il suffit. Monsieur Bergson nous a prié de noter en préface qu'il nous recevait dans son cabinet de travail où les infirmités de l'âge le confinaient, car il allait atteindre 77 ans. Voilà, nous revenons sur ce plateau. Je crois que c'est peut-être parti très vite, mais nous avons capté. Nous avons capté la question que vous avez soulevée tout à l'heure. Qui sommes-nous? Quel rapport avons-nous avec notre environnement? Sommes-nous conscients de ce que nous sommes? Où sommes-nous? Avec quel instrument nous captons notre propre réalité? Voilà l'essence déjà de la pensée. Très bien, mais ça correspond exactement à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure et qui est révélé ici par Bergson avec énormément de précision. Les Allemands appellent ça le Volkswille, le Volksgeist, c'est-à-dire que l'âme est l'esprit d'un peuple. Cette conscience globale qui fait que ça se décide, ça crée un monde qui est en relation avec ce qu'on est, d'où on vient, qui sommes-nous pour le présent, comment pouvons-nous être pour le futur. Les ponts vers le futur se préparent en fonction de toutes ces choses-là. Alors, Bergson insiste en disant, seuls les artistes, les poètes, les penseurs ont accès à ça parce qu'eux n'ont qu'un petit voile qui leur permet d'accéder à ça. Les autres ont un mur en face, ils ne peuvent pas accéder. Donc, c'est pour ça que dans une cité, s'il n'y a pas de penseurs capables de vous révéler qui vous êtes exactement, quels sont les outils nécessaires pour votre transformation positive pour aller plus loin. C'est-à-dire que cette positivité qui est demandée par Kamana, qui nous dit effectivement, il faut une expérience positive, il faut une pensée positive, il faut des instruments positifs pour pouvoir construire. Mais comment vous les faites s'il n'y a pas de penseurs pour vous proposer des pistes de solutions? Méconnaître, par exemple, que nous sommes les créateurs des mathématiques, c'est terrible. Que tout un peuple ne le sache pas. Méconnaître que ce pays a été fabriqué, construit sur la base du sang qui a coulé par rivière entière, avec les mains coupées, et que personne n'en parle. Ni l'hymne national, ni les écrits, ni la Constitution. Nulle part, on parle de 12 millions et demi d'êtres qui ont été massacrés du fait du caoutchouc. Personne n'en parle. Entre 1885 et 1909. Personne n'en parle. C'est-à-dire que lorsque Léopold II prend la gestion de manière temporaire et pour le compte de tous
de cet espace qui est le nôtre aujourd'hui, il y a 25 millions d'habitants. Nous sommes en 1885. Il prend possession de manière officielle. Et quand on arrive en 1906, la comptabilité est macabre. La moitié de la population est décimée. Mais aucune école congolaise n'en parle. Aucun politique congolais n'en parle officiellement. Donc on a massacré une moitié de la population. Le premier génocide le plus connu de la planète, avant celui des Hottentots au niveau de la Namibie actuelle, c'est d'abord les Congolais, le peuple congolais. Aucun livre d'histoire ne l'enseigne. Tous nos historiens en parlent de manière périphérique et par article, mais l'instruction nationale ne prend pas en charge ces faits majeurs. L'hymne national n'en prend pas non plus en charge. Aucune ligne dans les affaires de l'État, dans les activités administratives de l'État, nulle part. C'est déjà un crime majeur de notre part, une méconnaissance de ce que nous sommes. Bon, voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on construit cet État? Ben, il appartient à ceux qui ont des prétentions pour gérer au premier chef, c'est-à-dire les chefs d'État, éventuellement les candidats chefs d'État, d'avoir des penseurs autour d'eux. Un penseur, pas 1000 penseurs. J'ai eu l'occasion de pouvoir le dire devant un parterre assez important, où on me disait, tiens, le président Kabila avait dit, il me manque 15 personnes. J'ai dit non, il lui manque une personne, pas 15 personnes. Il lui manquait les penseurs. Un penseur. Un penseur. Alors, je suis avec vous là, on va essayer de retrouver, de redessiner, Oui. si pas le portrait robot du penseur. Oui. Parce que bon, faire de l'histoire, c'est pas faire de la pensée. Parce que la pensée est en fait, c'est enlever le voile qui empêche une société de connaître effectivement sa réalité. Alors, c'est qui les penseurs? C'est quel type d'homme, les penseurs? Les penseurs, c'est celui qui étudie la société. Il ne doit pas se limiter d'ailleurs à la pensée, c'est-à-dire qu'il devient par la suite un intellectuel. Parce que bon, c'est celui qui... Il doit assumer cela. Ah oui, bien sûr, il doit assumer. Il doit assumer, c'est-à-dire que un penseur, c'est celui qui regarde la société, qui l'analyse, qui va dans les scories de l'histoire, qui est la sienne, celle de cette société, et qui essaie de voir les outils de son fonctionnement, de son évolution, et qui propose des pistes de solutions à travers les textes et des outils qu'il met à la disposition des uns et des autres. C'est ce que nous dit notamment, qui amène le soleil, qui éclaire la cité, comme nous dit Héraclite. La connaissance, le savoir, c'est cette lumière, c'est le soleil qui éclaire ceux qui les reçoivent. C'est cette capacité extraordinaire de pouvoir éclairer la cité à travers des outils nécessaires qui doivent être mis en œuvre pour la transformation positive de la société. C'est ça un penseur et c'est ça aussi un intellectuel. Mais tout le monde n'est pas intellectuel parce que tout le monde ne produit pas d'intelligence. Évidemment, pour, avoir un diplôme... non. Être professeur d'université, c'est pas être intellectuel non plus. Voilà. Donc, il faut mettre ça de côté. Votre dernière production, votre dernière publication, c'est Réplique assassine. C'est, vous savez, il y a des livres agréables à lire parce que ça vous distrait. Mais il y a des livres difficiles à lire parce que ça vous bouscule, parce que ça vous touche aux entrailles, parce que c'est un livre qui est plein de choses, plein de vérités, parce que c'est un livre en réalité dévoilement. Je voudrais relire un peu, alors j'ai retenu tellement beaucoup, mais pour pouvoir rester dans notre débat du moment, j'ai choisi simplement 35e, par exemple. 35e, à la page 39, vous dites ceci dans cette réplique. Lorsqu'un enfant perd toute espérance, maudit sa nation et déclare la honte d'en faire partie, c'est le signe de la plus haute dégénérescence qui requiert la psychanalyse générale, au birin et au marteau. Toute autre médication n'étant que supercherie entre nous et nous. C'est déjà, quand vous regardez autour de nous, combien de Congolais, nous avons entendu des Congolais dire tout est kakambo kango, panzana to kende. Ça signifie nous avons atteint dans une culture sociale les niveaux de maudire notre nation. Je ne parle pas des 10 millions de Congolais qui sont à l'extérieur. Je ne parle pas des 3 millions de Congolais qui sont en déshérence à l'intérieur du pays, déplacés, ne pouvant pas vivre dans leur propre gîte. Voilà les penseurs. Un trouble fait, en fait. Un trouble confort. Bien sûr, ce sont des questions qui sont tout à fait légitimes. Les gens se les posent. Puisqu'aujourd'hui, la question qui se pose aujourd'hui, quel est cet homme politique, cet homme d'État,
depuis 63 ans aujourd'hui, qui nous a fait rêver. C'est quoi les rêves congolais? Un enfant qui naît en RDC, qui est fils d'un père et d'une mère enfin de deux parents congolais, ou d'un parent congolais si on veut, quel est son rêve? La question, pourquoi suis-je congolais? Pourquoi dois-je rester congolais? Pourquoi dois-je être fier d'être congolais? À cette question, il n'y a pas de réponse. Parce que face à lui, il y a quoi? La misère absolue, les contraintes de l'existence, l'absence de la médication utile, l'absence même d'électricité et d'eau, l'absence de tout. De quoi peut-il rêver? Aujourd'hui, les rêves lui est fournis par un artiste musicien, par un footballeur. Mais les rêves ne sont pas fournis par les outils Par la société. Que la société confectionne pour mettre à sa disposition, de dire voilà, sois fier. Tu peux chanter ton hymne national en tenant ta poitrine, en disant je suis congolais, parce qu'il y a quelque chose en moi de profond, il y a quelque chose en moi de mains coupées, il y a quelque chose en moi de perspectives, d'un horizon indépassable, mais nécessaire qu'on peut atteindre parce que je suis congolais. Il n'y a rien jusqu'à aujourd'hui. Dans la hiérarchie, dans la hiérarchie des responsabilités, je me rends compte, et vous venez de montrer qu'il y a une case vide, la case de la pensée, la case des penseurs. Nous sommes en train de chercher les profils. Oui. Vous venez de dire, c'est quelqu'un qui dévoile, qui va vers la réalité, qui construit les rêves pour son pays. Alors, dans votre ouvrage ici, j'ai trouvé un mot sur lequel vous revenez de manière constante. J'aimerais quand même que vous puissiez en donner les contenus. Vous parlez beaucoup de cité. Et presque dans toutes les répliques, vous revenez sur la cité. C'est quoi la cité, en fait? Mais la cité, on est au sens ancien qu'elle nous rappelle Frobenius quand il a visité les Kasaï, par exemple. Au XVIIe ou XVIIIe siècle, Frobenius, Léo Frobenius, c'est un Allemand qui a visité les Kasaï, qui a écrit un texte sur la cité kassaïenne. Ce n'est pas la cité d'aujourd'hui. Elle correspond exactement à la cité athénienne. C'est-à-dire que les citoyens sont fiers d'appartenir. La citoyenneté a un contenu. Il y a une organisation sociale, il y a un chef, il y a des sages autour. Ne peut prétendre à la sagesse, ce qu'on appelle aujourd'hui, avec une sorte de connotation un peu qui dénigre la fonction, les Chupuitamunanfuanka. Chez les Kassaïens, c'est les sages qui réfléchissent sur la cité, qui a une expertise extraordinaire pour pouvoir vous dire quelles sont les directions à pouvoir prendre pour un sujet ou pour un autre, qui prend son temps pour réfléchir et donner des solutions aux problèmes de la cité. C'est ça, les Chupuitamunanfuanka appelés sages dans notre société kassaïenne. Bon, maintenant, c'est une photographie aussi de la cité athénienne. Né citoyen, que c'est lui qui se reconnaît dans cette structuration qui est la nôtre, à laquelle on appartient, qui donne des possibilités d'ailleurs. 2000 ans plus tard, 3000 ans plus tard, on part toujours d'Athènes. C'est ça la puissance d'une cité. C'est pas tant un conglomérat des gens qui pilotent la cité, qui s'enivrent, qui boivent, qui mangent, qui s'enrichissent. Ça n'a rien à voir avec la cité. Et qui cherchent des applaudisseurs en permanence. C'est ce que nous avons vécu depuis 1960, malheureusement. Et on continue avec ça. Donc, un penseur, quand il parle de la cité, c'est un modèle social qui laisse la place au débat, au vrai débat, qui met en place les outils des réflexions, qui permet aux penseurs de proposer des solutions. Vous imaginez quand vous vivez dans un pays qui a côte à côte Platon, Épicure, Aristote, tous contemporains. Et autour de Socrate éventuellement pour les premiers cités, mais par contre, en ce qui concerne Épicure, a fait sa voie ailleurs, il a fait son chemin ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui n'a fait que produire. Et aujourd'hui, tout ce qui a été produit par la cité athénienne, qui globalement a été enseigné, où ils ont eu l'instruction égyptienne, gère encore le monde aujourd'hui. Mais tous les chefs qui étaient à l'époque, qui ont présidé à la destinée au fait des Athéniens, on ne les connaît pas. Mais les penseurs, on les connaît jusqu'aujourd'hui, on les dit jusqu'aujourd'hui. C'est ça la différence. Ceux qui étaient gouverneurs d'Athènes, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Celui qui était les chefs de quartier d'Athènes, on ne connaît pas. On connaît Épicure. On connaît Épicure. Et d'ailleurs, par rapport à Épicure, et je vais vous citer tout à l'heure, l'on sait qu'il avait conservé plus de 300 ouvrages qui vont être récupérés 100 ans plus tard pour pouvoir faire rayonner cette culture. Donc, si je comprends bien le mot de la cité, parce que je suis aussi ici en train d'apprendre de vous, cette cité, c'est cette agglomération
qui avance dans les temps, même si elle reste dans le même espace. Donc, une cité qui ne se donne pas des perspectives temporelles n'en est pas une. Alors, qu'est-ce que vous dites, réplique 50 Vous dites ceci, hein, une communauté qui a perdu tout courage d'aller par-delà les mots, par-delà le bien et le mal, ne supporte pas la sagesse épicée et se complaît dans l'agglomération d'instincts difformes, proclame la beauté de l'ignorance et se perfectionne dans l'insulte salace. Mon Dieu, je suis en train de reconnaître une cité parmi nous, une cité parmi nous. Mais tout à fait. C'est-à-dire, et regardez très bien, lorsqu'on aura parlé de ces choses-là, l'impact que ça a dans notre cité. Pas d'impact. Ah, il parle de quoi? Il parle de la science, il parle de la culture. Non. Ah, logique. Dès qu'on sort des insultes, il y en a qui sont spécialisés, on les connaît aujourd'hui, il y a tout un chapelet d'insultes qui sont manipulés par les uns par les autres, mais il y a des gens, des personnages qui sont très outillés dans le domaine. Des gens qui proclament la beauté de l'ignorance. Bien sûr, ce sont ces gens-là qui proclament la beauté de l'ignorance. Et qui se perfectionnent dans l'insulte salace. Qui se promènent avec un missel d'insultes. Donc, ces gens-là sont les célébrités de notre société. Donc, on a peur d'eux parce qu'il ne faut pas l'attaquer, il va t'insulter, et ça va faire le buzz, tout le monde en parlera. Mais par contre, celui qui va te produire une idée salvatrice de la cité, ben écoute, il ne compte pas, on ne l'écoute pas. Tout ça prédispose de la disparition de notre État. On a l'impression que notre État est éternel. Non, il ne peut l'être qu'à travers la pensée structurée qui fonde une sorte de cohésion sur la base des matériaux nécessaires à la cité. Dès lors qu'on n'a pas ça, nous sommes voués à la disparition, à l'implosion, à la disparition. Malheureusement. Nous arrivons à une thématique que moi j'appelle angoissante. Avec les armes de votre intelligence, on va essayer d'en déterminer la consommation générale. Dans un pays comme le nôtre, où il y a beaucoup de foi, les gens sont dans plusieurs foi, ils sont donc entre la liberté et le déterminisme. Sommes-nous vraiment libres de notre destin ou celui-ci est prédéterminé? Sommes-nous en train de suivre une voie qui soit la résultante de nos choix ou n'avons pas le choix, nous subissons en réalité les décisions prises ailleurs par un déterminisme qui ne peut pas forcément religieux, mais qui peut aussi être un déterminisme historique. Cette question de liberté est une question qui se pose aujourd'hui. Alors, je voudrais vous demander, vous l'avez un peu dit dans votre livre, pour pouvoir produire de la pensée, pour pouvoir produire des penseurs, il faut avoir conquis la liberté. C'est quoi finalement cette liberté? Une des premières libertés, c'est la liberté de penser. Un peuple qui n'a pas cette liberté-là, n'a pas de liberté du tout, il est voué à la disparition. Pour l'instant, nous sommes un peu comme les gnous. Nous suivons là où il y a de l'eau éventuellement pour s'abreuver, et tout ça s'arrête là. Mais il n'a pas une pensée. Vous savez, nous sommes dans un environnement où il y a ce qu'on appelle les centres et la périphérie. La RDC se trouve sur la périphérie, l'Occident en général se trouve dans le centre. Et aujourd'hui, ceux qui vont vers le centre, ce sont les pays du BRICS. Ils sont en train de s'organiser pour aller vers le centre. Mais il y a des outils terribles qu'ils ont mis en place pour pouvoir aller vers le centre. Bon, vous avez un pays comme l'Inde qui a 4000 ans d'existence, avec une philosophie et tout ça. Oui, c'est une question d'organisation. Voilà. Vous avez la Chine. Bon, maintenant, il y a la Chine aussi. Ils sont en train de se débarrasser des oripeaux de la colonisation et de la domination extérieure. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire de redéfinir l'identité qui est la leur au départ de ceux qui sont eux-mêmes. Pareil pour la Russie. Un exemple simple pour la Russie, c'est Ivan Ilyin qui est le maître à penser de Poutine. Ivan Ilyin, dont la pensée principale se trouve dans ces textes magnifiques, qui est guérir le mal par la force. C'est ça la pensée. Et c'est ce que Poutine a mis en place. C'est la pensée poutinienne. Donc, ce pays-là évolue parce qu'une pensée a été mise à disposition. Bien sûr, c'est comme ça que ça fonctionne. Et celle de Poutine, vous l'avez dit, c'est Ivan Ilyin. C'est un penseur, c'est un philosophe russe qui a écrit les textes sur guérir le mal par la force. Guérir le mal par la force. Vous avez Confucius pour les Chinois. Vous avez tous les Védas pour les Indiens. Donc les pensées sont là.
C'est-à-dire, ce sont les pays qui fonctionnent en termes de penseurs. Ils ne fonctionnent pas en termes militaires, de moi je suis plus fort, machin, tout. Ça n'a rien à voir. Vous savez, quand vous dites, quand Trump a été élu aux États-Unis, les Chinois disent non, mais c'est pas possible. Chez nous, il ne peut pas être élu. Pourquoi? Parce que simplement, tel qu'on a mis en place les mécanismes de fonctionnement chez nous, ce sont les meilleurs qui arrivent au sommet. Les meilleurs sont sélectionnés. Pas comme dans la période impériale. Mais Mao a dit non, nous allons garder les systèmes impériaux, mais on prend maintenant à la base. C'est-à-dire que les meilleurs qui partent, on fait une sélection de la base, ils montent doucement pour arriver jusqu'au sommet. Quand ils vont arriver au sommet, on va transformer notre société en meilleure société. C'est une pensée majeure qui est opérationnelle. Et il a dit ça, notamment dans son petit livre rouge de citations. Tout est là-dedans. Donc, quand vous n'avez pas de la pensée qui précède l'action, comme dit Camus, vous n'avez rien du tout. Rien du tout. Et nous sommes dans cette situation-là. Nous naviguons à vue depuis quasiment 6 décennies. Nous naviguons à vue. Et pourtant, nous avons quand même des penseurs. Non, mais les penseurs n'ont pas de place. En RDC, ils n'existaient pas. Ils sont là, ils pensent à la maison, et quand ils produisent et tout ça, j'étais à la poubelle. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on voit que bon, les politiques sont plus importants, les musiciens sont plus importants, les footballeurs sont plus importants, les pasteurs sont plus importants, et les penseurs ne sont pas là. Dans la hiérarchie des grades en RDC, les penseurs viennent en dernier lieu. Absolument. Ben alors après, vous espérez quoi? Ok. Parce qu'il s'agit de la liberté, parce qu'il nous faut construire la pensée dans la liberté. Nous avons interrogé un autre philosophe. C'est vrai que nous avons parlé d'Henri Bergson, mais pourquoi celui-là qui est congolais? D'ailleurs, vous allez être étonné, vous ne le connaissez même pas. Beaucoup d'entre nous ne le connaissons pas. Justement parce qu'il pourra un jour partir sans que vous n'ayez entendu une seule de ses pensées lumineuses. Nous allons suivre le professeur Albert Tshibangou. Qu'est-ce que la liberté? Dans un premier extrait, nous le suivons. Bonjour, monsieur le professeur. Nous voulons parler avec vous sur la liberté. Monsieur le professeur, qu'entendez-vous par la liberté? C'est une grande question. La liberté dont je peux vous donner quelques explications lapidaires, c'est ce que j'ai appris, comme on dit ici, à l'école des Blancs. C'est-à-dire mes études universitaires m'ont ouvert un peu ce qu'on appelle la liberté. La liberté, c'est le fait de se sentir libre, ne pas être contraint par quoi que ce soit. Ça, il ne faut pas que vous soyez contraint de faire quelque chose alors que votre cœur ne veut pas. Donc, le fait de faire quelque chose soi-même, comme on le veut et comme il faut, c'est ça qu'on appelle la liberté. Le fait d'aller où l'on veut, quand l'on veut, comme on veut. Bonjour professeur. Quels sont les éléments qui constituent la liberté? Il y a déjà le fait que je suis là, je suis dans mon corps. Oui. Et le corps, je ne peux pas le diriger comme je veux. Mais c'est l'intérieur du corps, notamment ce qu'on appelle la conscience, qui me dit de faire quelque chose. Si le corps s'y oppose, à ce moment-là, je ne suis pas libre. Donc je ne peux pas aller où je peux si la conscience, si je ne prête pas oreille à ma conscience qui me dit voilà où il faut aller, ou je peux le faire, je peux l'entendre. Mais je n'irai pas parce que le corps, s'il est malade, je ne peux pas y aller. Bonjour monsieur le professeur, j'aimerais savoir... Nous reviendrons sur cette première définition. Il en parle simplement, mais il parle des choses très graves. Évidemment, ce n'est pas simplement l'absence de contraintes, mais c'est la liberté d'action. Faire ce que l'on peut, ce que l'on veut et comment on le veut. Alors, nous sommes dans une société libre, nous ici. Non, je ne pense pas qu'on a... Dans ce texte, j'en parlais déjà en 2007. Dans ce texte, on en parlait ici, dans ce texte, j'en parlais. En fait, ce que dit le professeur Tshibangou va dans le sens de ce qu'il prévoit, qui est le patron aujourd'hui, depuis 300-400 ans aujourd'hui, de la philosophie politique, qui est Hobbes. Hobbes nous dit la liberté, dans le Léviathan, il explique la liberté, c'est effectivement le fait de disposer de soi, de faire ce qu'on a envie de faire, sans la moindre limite. Il n'y a pas de limite à la liberté. Il n'y a pas de limite à la liberté. Le mot liberté, c'est le fait de disposer de soi, d'entreprendre, de faire, d'agir sans la moindre limite.
Et ça conduit à ce qu'on appelle l'état de nature. Parce que voler, violer, prendre pour autrui, tout ça, ça fait partie de la liberté. Mais simplement, lorsque la société doit s'organiser, on doit mettre des limites à ces libertés-là. Et quelle est la contrepartie de ces limites à la liberté? C'est de bénéficier de la société ou des dirigeants de mettre en place des mécanismes de protection moyennant paiement de quelque chose, moyennant taxe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller voler et, puisque la conservation de soi prime avant toute autre considération, donc une des phases ou un des projets utiles de la liberté, c'est la conservation de soi. Puisque je dois me conserver, donc j'accepte que par mon industrie, je dois travailler et que mes biens ne doivent pas être arrachés par qui que ce soit. Donc, je sollicite de la part de l'État de me protéger. Je suis prêt à payer pour ça. Mais qu'on me laisse toute ma liberté, sauf bien entendu, les limites que me fixe la loi, pas prendre les biens d'autrui, pas violer la femme d'autrui, pas faire ceci, pas faire tous ces mal qui ont été pris comme mal dans une société parce que ça perturbe le fonctionnement de la société, doivent être bloqués, limités sur cette liberté-là. Ça commence ici, ça s'arrête là. Mais tout ce qui est ici doit être protégé absolument. Alors en ce moment-là, je dis, je suis libre. Or, dans notre société, malheureusement, on ne peut pas s'épanouir totalement dans cette liberté. Je ne peux pas tout écrire. Je dois me limiter en disant, voilà, si j'écris ça, ça risque de froisser. Ça va énerver, voilà. Ça va irriter, ça va enfreindre, alors que sur le plan légal, je ne serai pas un contrevenant, mais malheureusement, sur le plan de la sensibilité des uns et des autres, je serai contrevenant. Donc, ma liberté est complètement limitée, pas par la loi, par les hommes, par les sentiments des hommes, par la sensibilité des hommes, et pas par la loi, malheureusement. C'est comme ça que je reviens donc à la question, liberté ou déterminisme? Mais ça dépend comment est-ce qu'on prend déterminisme. Si vous prenez déterminisme dans le sens de notre situation est déjà déterminée, prédéterminée par autrui ou par Dieu, je dirais non, ni l'un ni l'autre. Notre situation est déterminée par notre incurie, notre incapacité de nous organiser, de penser, de réfléchir, de structurer. C'est ça. Alors ça détermine notre avenir qui est la mort et la disparition. Les déterminismes en ce moment-là, voilà comment ils s'appliquent. C'est-à-dire qu'un peuple qui est complètement inapte à son autogestion, un peuple qui ne pense pas, au commencement fut la parole, la pensée et tout ça, ce peuple n'a pas ça. Ce peuple, c'est un peuple de consommateurs, c'est un peuple qui agit en mouton, qui broute, qui mange, qui avance, qui danse, et finalement qui meurt et qui disparaît. À la réplique 380, voilà ce que vous dites. Apprendre à manier sa misère avec délicatesse, sans convoquer vers soi pitié et compassion, est la plus belle manière d'armer son cœur de la férocité nécessaire au tumulte et guerre en terre étrangère. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous continuez, vous dites, oui, à 381, maquiller l'absence de pensée et de discipline dans chaque acte de la vie sociale, par la prière et l'insulte populacière, comme une jeune fille en âge de puberté qui déguise avec une ruse mal tricotée ses sentiments, n'est pas compatible avec un projet de grandeur. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Vous savez, souvenez-vous un peu quand on était plus jeune, plus petit, et puis ça se fait encore aujourd'hui. Votre fils, ou vous-même, quand vous étiez jeune, vous allez à l'école, vous êtes frappé par un ami, vous venez en pleurant à la maison. Mais les parents vous disent, vous n'avez pas pleuré ici, vous devez vous battre là-bas. Donc c'est ça le principe. C'est la conservation, sa propre conservation de l'espèce, vous dicte de manière génétique qu'on ne se plaint pas, on se bat pour la survie. Alors, si nous sommes maintenant des spécialistes du Nouveau Testament, des complaintes, des plaintes, voilà, on passe notre temps à se plaindre auprès de Dieu, à se plaindre auprès des autres. Dieu ne peut pas intervenir en RDC, il faut oublier ça. La conception selon laquelle Dieu viendra intervenir en RDC, il faut l'oublier. Dieu a déversé tous les nécessaires en RDC, y compris l'intelligence. Y compris l'intelligence, parce que c'est à nous de nous organiser. C'est une question d'organisation et de mettre en avant les outils en fonction de la réalité. Vous voulez commencer à préparer,
cherchez du bois, cherchez de la braise, faites du feu, allez chercher maintenant la nourriture, mettez au-dessus. Il y a un ordre naturel de fonctionnement. Nous n'avons pas cet ordre naturel de fonctionnement. Nous avons une constitution bancale qui est faite par des gens qui voulaient effectivement taire la guerre. Je peux comprendre ça. Mais ça ne produit absolument rien. C'est une anarchie totale. Aujourd'hui, nous sommes à quasiment 1000 partis politiques pour 100 millions d'habitants. 1000 partis politiques. 910, arrondissons en 1000. Bien entendu. C'est une honte, c'est une hérésie pour tous sur la planète. L'Inde a 1,408 milliard d'habitants aujourd'hui, premier pays de la planète, a entre 5 et 7 partis politiques. La Chine n'en a qu'un seul. Est-ce qu'ils se portent moins bien que nous? Alors, ce sont les ligablos que les élus mettent en place et tout ça pour pouvoir exister. Ça devient un commerce, un business, ça n'est plus la politique. Ça n'a plus rien à voir. On aurait pu avoir 2 partis politiques, ça suffirait amplement pour dire, voilà, nous sommes de gauche, nous sommes de droite. Aujourd'hui, vous allez constater quoi? Faute d'organisation, faute de la pensée, il y a plusieurs partis politiques de gauche qui sont opposés les uns contre les autres, mais qui se retrouvent à l'internat socialiste pour ensemble, qui font des délégations communes et tout ça, mais au pays, ils ne s'entendent pas du tout. Il y a un problème, ce n'est pas un problème de pensée politique, parce que la pensée n'existait pas. C'est un problème de sentiment des individus, des dispositions. Quels sont finalement les lieux de production de la pensée? Comment faire pour que le pays laisse même un filet, un petit ruisseau, où peuvent nager les penseurs? Vous savez, lorsque De Gaulle arrive aux responsabilités, il nomme Malraux, ministre de la Culture. Malraux, oui. Lorsque Victor Hugo meurt en 1880 quelque chose, me semble-t-il, il y a dans la rue de Paris a 2 300 000 habitants. Les premiers jours, il y a 1 million d'habitants dans la rue. Et quand on amène son cortège pour aller l'enterrer, il y a 2 millions de personnes dans la rue. Un peuple qui a atteint cette maturité intellectuelle, c'est un peuple qui est éternel. Ils auraient compris. Donc, en France, prenons le modèle qui est plus proche, puisqu'on parle la langue française, qu'on se sente pas mal avec ça, et ça va correspondre un peu à ce que nous faisons chez nous depuis très longtemps. Un lieu de discussion que tout le monde voit. Les sages de chez nous s'asseyent sous l'arbre, discutent, et quand ils ont terminé, les autres, ah oui, ils ont parlé de quoi aujourd'hui? Ils ont parlé de ça. Ils ont déterminé ça, tout ça, et les gens puisent là-dedans pour pouvoir survivre. Aujourd'hui, nous avons la télévision. Quelle est la place de la pensée à la télévision? Zéro, elle n'existait pas. Il n'y a pas un environnement tel que Bouillon de culture, où les gens viennent autour de la table et discutent des pensées. Est-ce que en RDC, on connaît les ministres de la Culture? On ne les connaît même pas. Or, pour être ministre de la Culture en France, il faut être outillé intellectuellement, avoir lu des livres, être dans les arts et tout ça, connaître ce genre de choses. On ne devient pas ministre de la Culture par un mouvement de passe-passe. Il faut être Jack Lang, il faut être Malraux, il faut être ce genre de personnalité. Donc, si vous n'avez pas la place de la culture, or ici, me semble-t-il, la télévision nationale, vos télévisions à vous, voilà, j'ai une opportunité, ça fait 2 ans que je ne peux pas passer à la télévision. Ça ne m'intéresse plus du tout. C'est pour dire, voilà, tu es méchant, moi je suis beau, moi j'ai fait ceci, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne produit rien. On annihile entre nous les possibilités qui peuvent nous permettre de pouvoir grandir, jeter les ponts vers le futur, construire un pays. Il n'y a rien du tout. C'est juste pour dire, voilà, et tel a gagné, tel a perdu, en termes d'évectives, salaces et tout ça, ben, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. Alors, créer déjà l'espace où les vrais penseurs peuvent parler. Pas les gens qui, soi-disant, enseignent à l'université ou si c'est là, non. Il y a des enseignants à l'université qui produisent de la pensée. Ça existe, mais ce n'est pas tous. Hein? Bon, les vendeurs de syllabes ne sont pas forcément des personnalités extraordinaires s'ils ne produisent rien ou ils produisent quelques articles. Et finalement, en termes de textes nécessaires à la transformation de la cité, il n'y a rien. Ben, malheureusement, je ne peux pas suivre. Donc, si vous avez cet espace-là où les gens viennent débattre des idées, tel domaine, tel domaine, tel domaine, comment est-ce qu'on peut éclairer la cité, comment on peut leur porter des outils nécessaires à la transformation, à la grande perspective, à la grande santé, comme dit Nietzsche. La grande santé, c'est ça. Évidemment, liberté et libération. Parce que liberté, comme vous l'avez dit, c'est cette absence de contraintes, mais l'homme vit souvent dans un monde de contraintes, il faut donc qu'il agisse sur lui, il faut qu'il libère sa liberté en fait. Oui. C'est un processus donc qui arrive à un résultat. Nous allons suivre alors un deuxième petit extrait du professeur Tshibangou, toujours un peu, pour clôturer ces débats. J'aimerais savoir si la liberté est-elle universelle ou particulière.
La liberté, on l'a voulu universelle. On l'a voulu universelle, c'est-à-dire le mot liberté. C'est-à-dire, je suis un peu gêné parce que j'utilise le mot liberté, mais si je pouvais parler de la liberté par rapport à ma langue, par exemple, par rapport aux langues du Congo. Moi, je ne vois nulle part la liberté dans la langue du Congo. Ce qu'on appelle liberté dans la langue du Congo, en Chiluba, en Swahili, en Lingala ou en Kikongo, c'est la traduction de ce que nous entendons par ailleurs appeler liberté. Donc la liberté dont nous pouvons parler au niveau, en tant que Congolais par exemple, cette liberté, elle n'est pas aussi congolaise que ça. C'est une traduction de la liberté qui vient d'ailleurs, du mot liberté qui vient d'ailleurs. Donc les questions que vous me posez par rapport à la langue que j'ai apprise, que j'ai maîtrisée, aux études que j'ai faites, notamment les études de philosophie. Et la philosophie, c'est le sens fondamental de ce qu'on appelle la liberté. C'est vraiment en philosophie qu'on découvre ça. À travers la philosophie, j'ai constaté que la liberté est universelle. Mais à partir de nos sociétés ici, je ne crois pas que nous ayons découvert, ça va frapper un peu les oreilles de quelques-uns, mais je ne crois pas que nous soyons fondamentalement libres. Je vous donne l'exemple. Lorsqu'on naît, lorsqu'on vient au monde par nos parents, de toute façon que ce soit en Europe ou en Afrique ou ailleurs, on n'est pas libre. Parce qu'il y a des parents qui vont vous dire ce qu'il faut à un moment donné pour entrer dans la société. Donc il faut bien qu'ils vous préparent pour entrer dans la société. Et quand vous entrez dans la société, vous vous sentirez... ils ont étudié pour que l'enfant entre dans la société à partir de sa majorité, c'est-à-dire à partir de 18 ans. Il entre dans la société, il est censé être libre. Bonjour monsieur le professeur. J'aimerais savoir quelle nuance faites-vous entre la liberté et les droits? La liberté fait partie du droit, c'est-à-dire de termes qui sont censés être construits pour diriger un groupe. Donc le droit, c'est par rapport au groupe. La question que vous posez, c'est de savoir, est-ce qu'on est libre alors qu'on est dirigé par les lois, par des principes qu'on a adoptés. Encore une fois, on tombe dans ce que je disais tout à l'heure. Vous avez les gens qui ont souffert pour conquérir ce qu'on appelle leur liberté et qui ont créé ce qu'on appelle les lois, qui ont créé ce qu'on appelle la Constitution, et c'est par rapport à la Constitution et aux lois de la Constitution que on peut concevoir la liberté. Donc, pour répondre à la question, la liberté fait partie des droits. Je ne dis pas du droit, mais par rapport à ce qui concerne les droits. Donc, parmi les droits, les articles de droit, la liberté est la chose la plus importante. On utilise ça, l'homme n'est libre, ainsi de suite. Mais je ne sais pas si l'homme n'est libre. On constate que l'homme n'est pas libre, il naît dépendant de son milieu. Petit à petit, il va essayer de se libérer. Donc il y a la liberté qui est censée être fondamentale, mais qui doit être conquise par... Voilà, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes chez Mes Critiques. Je reçois M. Pépin Guillaume Mandiolo, avocat, essayiste, philosophe. Vous sentez vous-même que le prof a des difficultés pour dévoiler. Il voit des choses, mais quels sont les mots qu'il doit choisir pour la jeunesse? Ça devient donc difficile de transmettre. Bon, ça dépend de par quel prisme on attaque les problèmes. Moi, j'aurais dit, c'est-à-dire que je peux être en harmonie en partie avec lui, mais pas totalement, parce qu'il faut débattre aussi. Ici, j'ai dit que la liberté a été utilement définie par Hobbes. Hobbes a fait un travail mémorable qui n'est pas discutable aujourd'hui. C'est-à-dire que la conservation de l'espèce, ce qui nous guide, c'est quoi? C'est de se conserver en vie. Et pour se conserver en vie, on fait tout ce qu'on peut faire pour se conserver en vie. Il a pris l'exemple des parents par rapport à un enfant et tout ça. Écoute, ce que cherchent les parents, c'est quoi? C'est conserver leur enfant en vie.
C'est pas lui arracher sa liberté. C'est lui donner les outils de la conservation de sa vie. Donc la liberté est d'abord la faculté qui nous permet de rester en vie, en fait. C'est ça. Le premier élément qui est guidé par la liberté, c'est chercher tous les moyens nécessaires pour rester en vie. C'est la conservation de l'espèce. Parce que si on ne peut pas se conserver, ça ne sert à rien. On a la liberté de se tuer, de se faire... Non. Les dispositions naturelles de l'être, c'est de rester en vie le plus longtemps possible. Toute espèce animale, végétale a vocation à rester en vie en permanence. Vous savez, prenez l'exemple banal de l'acacia. Lorsque vous plantez les acacias sur un terrain, les autres arbres ne viendront pas. C'est-à-dire, leur système de fonctionnement vont faire qu'ils bloquent tout l'espace pour qu'aucun autre arbre ne puisse venir mourir. Parce que l'acacia va se conserver absolument. Et il y a même des insectes qui vont venir s'appuyer sur l'acacia pour trouver les matériaux nécessaires pour aller tuer les autres arbres. Voyez-vous, c'est l'instinct naturel de chaque être vivant et de se conserver. Le temps qu'il faut. Et d'ailleurs, c'est là où il vient. Je pense qu'il faut mélanger ça avec la volonté de puissance. La volonté de puissance qui nous a été expliquée d'abord par Schopenhauer dans Le monde comme volonté comme représentation, mais c'est lui qui est le chantre de la volonté de puissance, Nietzsche. Et regardez un exemple simple pour cette liberté, cette volonté de puissance qui est le socle de la volonté de vie et de toute la liberté nécessaire pour la survie. Vous voyez sur les macadams de temps en temps sortir, poindre une fleur ou une herbe sur les macadams. C'est-à-dire cette quête pour aller chercher la lumière et vivre fait qu'elle va se battre. Cette herbe va se battre pour sortir de là. C'est ça la liberté. Voilà. C'est-à-dire c'est la volonté de vie, la volonté de puissance. Voilà, la volonté de vie, volonté de puissance, comme dit Nietzsche assez utilement. Donc, il faut absolument relativiser ce que le prof a dit. On voit qu'il y a une sorte de parenthèse par ici, des accolades par là, pour ne pas dire toute la vérité là, autour de ça, mais il sait pertinemment que le premier acte de chaque être humain, c'est la volonté de vie, la conservation de l'espèce, qui lui donne la volonté de puissance. Et cette conservation de l'espèce, oui, dans notre société, confrontée aujourd'hui à une menace d'extinction, parce qu'en fait, nous sommes dans cette phase-là, avons-nous suffisamment développé la liberté pour pouvoir conserver le Congo comme étant une cité à transmettre aux générations futures? Non. Non, non et non. Donc nous sommes aujourd'hui éligibles à la disparition. Nous sommes éligibles à la disparition. Qu'on puisse se taper sur la poitrine pour dire non, nous, pas Dieu a décidé, faux et archi-faux, parce que les civilisations naissent et disparaissent. Les grandes cités naissent et disparaissent. Nous, on n'a pas été à mesure de pouvoir faire une grande cité au sens de nos anciens, au sens athénien, et tout ça, on n'a pas fait ça jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, on ne peut pas prétendre à la vie éternelle parce que les outils de la vie éternelle n'existaient pas. Nous sommes voués à la disparition. L'allure que nous prenons aujourd'hui nous conduit vers la disparition. Vous le dites tellement bien, quand je lis les répliques assassines, 232, vous dites ceci, on parle des cultures arriérées et des peuples attardés. Lorsqu'une cité met en avant le lucre, les aphrodisiaques et les postérieurs endiablés, il éteint la conscience livresque, il tient au loin la raison et laisse s'épanouir la supercherie des savants. Dionyso Colakès. Alors, Maître Pépin Guillaume Manjolo, nous parlons des choses graves, nous parlons des choses qui peuvent nous amener vers une certaine incompatibilité des destins, mais nous parlons des choses qui concernent notre nation. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, mais j'aurais voulu quand même rapidement, avant de vous donner le dernier mot, que vous me donniez un peu vos ouvrages, que je les présente un tout petit peu. Bon, voilà, vous avez écrit Ma nation, de la dégénérescence d'une nation et de sa renaissance. Voilà, Pépin Guillaume Manjolo. Vous avez ici, je vous l'ai lu, Vitabou, on parle de lui, donc l'auteur a attiré l'attention d'un certain nombre de personnes, dont Keynes qui a parlé de lui. Et puis vous avez Réplique assassine, sur laquelle je n'ai pas encore fait des recensions. Ça reste un ouvrage de chevet, avec des pensées puissantes, parce que chaque fois, vous avez une réplique qui exploite un aspect de notre vie, comme nous avons aussi des versets bibliques que nous répétons à longueur de journée. Essayons d'avoir la pensée africaine, la pensée congolaise.
Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission, ça a été très vite. Et pour terminer, je voudrais que vous puissiez élaborer pour nous un autre mot que j'ai vu dans votre livre. Vous parlez d'instinct aristocratique. De quoi s'agit-il et ce sera le mot de la fin de cette émission. L'instinct aristocratique, c'est l'instinct organisateur, l'instinct temporisateur, l'instinct structurant d'une société. Un aristocrate a pour vocation, c'est pourquoi on dit qu'il a les sangs bleus, a vocation d'organiser la société, d'ordonner, de mettre la discipline, de l'ordre, de laisser s'épanouir les droits de la première génération, civile et politique. Parce que la liberté dont on vient de dire ici, qui est cette volonté de vie, cette volonté de disposer de soi, cette volonté de puissance, il faut la laisser s'épanouir, à condition bien sûr de mettre un peu de cadre, de sorte à ce qu'on ne puisse pas déborder, simplement. Donc, il n'y a que les aristocrates, au sens, pas de la naissance, mais au sens de la pensée, qui ont maîtrisé la pensée, sont eux qui peuvent vous apporter des outils. Dites-vous bien, les États-Unis d'Amérique sont créés sur base d'un texte qui appartient à John Locke. Gouvernement civil 2. Jefferson prend les textes, reprend quelques mots pour faire les Bill of Rights des États-Unis d'Amérique. Nous, peuple américain, nés libres de la liberté la plus absolue, ne peuvent accepter la moindre contrainte sauf celle de Dieu, ou bien des Américains qui voteront pour nous, qui décideront de leur gouvernement. C'est tiré d'un texte de John Locke. Donc, c'est ça les points de départ des États-Unis d'Amérique, c'est pas autre chose, c'est pas une propagande politique et tout ça, ça n'a strictement rien à voir. Tout ça, il faut intégrer ça. C'est l'aristocratisme de la conception comment on fait un État. Aujourd'hui, c'est le plus puissant État de la planète. Parce que à l'origine, pensée. À l'origine, c'est la pensée. Alors, j'ai fait plus loin, parce que tout à l'heure, vous avez cité les mots de Dionysio Colakès. C'est un combat terrible entre Platon et Épicure. Les élèves d'Épicure vont dire à Épicure qu'on a été voir Platon et tout ça, c'est grandiloquent, son école, les lycées marchent très bien, il y a plein d'élèves et tout ça. Il dit, moi j'écris pour la postérité. Pour les 100 ans qui viendront. Voilà, moi j'écris pour la postérité. J'écris pour un petit nombre. Si je n'ai pas ce petit nombre, j'écris pour 2-3 personnes. Si je n'ai pas 2-3 personnes, j'écris pour moi-même et pour la pensée, pour la vérité qui est nécessaire à porter dans le futur. Eux, ce sont des Dionysio Colakès, ce sont des flatteurs des autorités et des dieux. Et la RDC est plein de flatteurs des autorités et des dieux. Et il n'y a pas, on va flatter Dieu matin, midi, soir. On va demander la fortune à Dieu, on va demander les mariages à Dieu, on va demander les voyages à Dieu, on va demander le pouvoir à Dieu. Et puis, lorsque Dieu ne peut pas répondre, on va chez les autorités. On va faire la même chose, on est prêt à pouvoir édulcorer, modifier sa science pour la porter entre les mains d'un dirigeant pour obtenir satisfaction. Ça s'appelle les Dionysio Colakès, les flatteurs des Dionysos, les flatteurs des dieux, les flatteurs des autorités. Vous n'en êtes pas un et c'est une très très bonne chose que cette émission nous a amené à ces niveaux-là. Nous allons donc développer la pensée aristocratique, une pensée d'organisation, une pensée qui ne peut se concevoir que comme étant une pensée noble où les grands nombres est pris en charge par la pensée d'une et unique personne. Penser son pays, c'est penser son avenir, et penser son avenir, c'est penser à se détacher de cette culture de jouissance qui a élu domicile et qui met notre cité en péril. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci infiniment pour cette invitation, c'est rare. Déjà, je ne voulais pas faire depuis un certain temps, mais... non, là, vous avez maintenant un espace, soyez rassurés. En tout cas, chaque mois, nous allons essayer de trouver un moyen, parce qu'il faut élargir, je disais bien, nous allons faire un petit ruisseau, dans lequel ruisseaux vont nager les penseurs, ils seront nombreux, ils deviendront une rivière, et puis un jour, ils deviendront un fleuve. Et pourquoi ce fleuve ne sera pas un océan, l'océan des pensées? Nous ne pouvons pas nous priver, en tant que nation, d'avoir accès à la pensée créatrice. Au revoir et à la prochaine.